Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Le charcutier de l'Esquin. C'est le titre que Grégory Franck a donné à l'histoire d'aujourd'hui. Et s'il l'a intitulé Le charcutier de l'Esquin, c'est précisément parce que, dans la réalité, cette affaire ne met en scène ni un charcutier, ni la banlieue de Lille. Pour autant, cette histoire est vraie, elle est vraie et récente. C'est justement à cause de cela que nous nous sentons obligés de changer son cadre, le métier et le nom des protagonistes. Mais à part cela, tous les détails que nous donnerons seront exacts. Du moins, aussi exacts que nous le permettront les articles de journaux fort nombreux et les comptes rendus d'audience qui sont en notre possession. Ce récit plein d'horreurs, de contradictions et de rebondissements incroyables donne effectivement matière à un épais dossier extraordinaire. Je l'ai trouvé! Non! Non, ne venez pas, Madame Évrard, n'approchez pas! Non, Madame Évrard! Ces paroles hurlées à plein poumon par une voix de femme se répercutent longuement dans l'interminable couloir de béton qui fait communiquer entre elles les caves. Le cri s'échappe par un soupirail et s'écrase aussitôt sur le bitume fondant, étouffé, absorbé par l'air brûlant de cet après-midi de juillet. Pourtant, l'écho s'en répercute faiblement dans le puits que forment les immenses bâtiments de cette cité HLM à l'Esquin, dans la banlieue de Lille, non loin de l'aéroport. Quelques voisines en blouse, les dessous de bras marqués par la transpiration, mettent le nez à la fenêtre, et de ci de là, on voit des visages et des bustes qui se penchent à la façade des tours carrées. Se passerait-il quelque chose un après-midi de juillet à 16h dans cette cité de banlieue? Oui, il se passe quelque chose et quelque chose d'horrible. Dans un des petits cubes de béton à moitié enfoncés en sous-sol, petits cubes mal fermés par des portes à claire-voie et qui constituent les caves réservées aux locataires, là, dans un coin sans lumière, où n'entre jamais le soleil, à même le sol, recroquevillé, près du mur, il y a la chose horrible. Elle s'appelle Claude, elle a 8 ans, elle est vêtue d'un blue jean. Elle est tassée sur le sol, un bras replié sous elle, et il y a tellement de sang autour du petit corps, sur le sol et les murs, que le cœur vous lève rien qu'à vouloir l'approcher. Le minuscule soupirail, haut perché, diffuse pourtant assez de lumière dans cette cave sordide pour se rendre compte que le corps de la petite fille a été frappé au ventre et que la gorge a été tranchée si nettement et si parfaitement que la tête de la malheureuse enfant est presque détachée. Dehors, il n'y a personne, et le soleil de juillet continue d'écraser l'esplanade bétonnée où l'air brûlant monte et fait paraître floues les façades rigides des bâtiments. Je l'ai trouvé, Madame Évrard! Madame Évrard, ne venez pas, n'approchez pas, Madame Évrard! La femme qui a poussé ce cri vient de découvrir le corps de la petite Claude, et elle essaie d'empêcher Madame Évrard d'entrer. Madame Évrard est la mère de la petite gamine assassinée. Après, c'est abominable. Peut-être une des choses les plus terribles qui puissent arriver. Une femme qui bouscule le faible rempart de 2 bras tendus, une femme qui se précipite en hurlant sur le corps mutilé de son enfant, une femme qui se roule par terre dans la poussière et dans le sang et qui serre un petit cadavre en ne comprenant pas, peut-être comprend-elle, mais elle appelle quand même sa petite Claude, elle lui parle, elle lui demande de répondre. Comme dans un rêve, comme dans un film, se dévide ce monologue déchirant, dérisoire et tragique devant quelqu'un qui ne répondra plus. Puis soudain, Madame Évrard se redresse, le regard perdu, et dit « Je l'emmène à la maison ». Elle se lève en serrant contre elle le petit corps déchiré, et elle traverse la cave, prend l'escalier et monte, pesamment. Madame Poulet, la voisine,
serait bien tenté de dire quelque chose. Il ne faut pas... Un crime, les indices, la police. Mais qui aurait l'affreux courage, la dure autorité pour arrêter ce geste d'une mère? D'ailleurs, arrivée au palier à mi-étage, Madame Évrard s'effondre. Ses jambes l'abandonnent et elle s'assied là, avec son terrible fardeau sur les genoux. Et voici d'autres personnes qui accourent. Tout d'abord Pierre Deport, le commis, avec son tablier. Il faut dire que Madame Évrard, la maman de la petite fille, tient avec son mari la charcuterie située au rez-de-chaussée du HLM, et Pierre Deport, c'est leur jeune commis. Il n'a que 19 ans, et bien qu'habitué à la vue du sang par son métier, il regarde la scène pâle, défait. Puis, pendant que d'autres personnes s'approchent pour soutenir Madame Évrard et la conduire chez elle, il dit « Je vais prévenir la police ». Bientôt, c'est le ballet, hélas, classique des policiers et des médecins. Et puis, voici le père, le charcutier, qui revient pour apprendre l'affreuse nouvelle. Il était allé passer l'après-midi pour ses commandes à l'abattoir. Le résultat de l'autopsie arrive 3 jours après. Il est établi que la petite fille a été frappée alors que le criminel se tenait derrière elle. Le premier coup à la gorge a été tellement violent qu'elle n'a pas dû souffrir. Néanmoins, 3 autres coups ont été portés au ventre, dont chacun aurait pu être mortel. En dehors de ces blessures, le corps de la petite Claude ne portait aucune autre trace. On n'a pas abusé d'elle, mais, de plus, on ne l'a pas prise violemment par le bras ni par les épaules pour la contraindre à se diriger vers cette cave. Par contre, une petite hernie prouve que la gosse a certainement essayé de crier, mais que le cri a été étouffé vraisemblablement par la main de l'assassin plaquée sur la bouche. Toujours d'après les médecins, l'arme du crime n'est ni un couteau de poche ni un rasoir, mais comportait une lame importante, large d'au moins 3 cm et longue d'au moins 25. Elle était très tranchante, aiguisée d'un seul côté. C'était un grand couteau, mais il n'a pas été retrouvé. Voilà. Voilà tout ce que l'on sait le jour où ont lieu les obsèques. Ah, c'est une cérémonie gigantesque, exceptionnelle, où des milliers de personnes suivent un cercueil affreusement court, qui disparaît sous des tonnes, je dis bien des tonnes de fleurs blanches. Courageusement, monsieur et madame Évrard, après une semaine de repos, rouvrent leur charcuterie et le travail reprend, pour les malheureux parents aidés du mieux qu'ils le peuvent, par leur jeune commis Pierrot, très frappé aussi par la mort de la petite Claude qu'il considérait comme sa sœur. Les policiers qui se sont mis en équipe pour enquêter n'ont pas chômé pendant ce temps. Ils ont reconstitué presque minute par minute les instants qui ont précédé le crime. La petite Claude était allée passer une quinzaine chez ses grands-parents qui possèdent une ferme. Mais il l'avait ramenée pour quelques jours chez ses parents car il n'avait pas pris assez de vêtements pour un séjour prolongé. La petite fille devait retourner à la fin de la semaine à la campagne. En attendant, elle traînait, en s'ennuyant dans la grande cité. Ce vendredi, comme tous les autres, les Évrard avaient déjeuné dans l'arrière-boutique, car c'est ce jour-là que le charcutier se rend à 13h30 aux abattoirs de Lille. Une fois son père parti, Claude avait aidé sa mère à faire la vaisselle. Vers 13h45, Pierrot, le commis, était venu commencer son travail. Il avait revêtu son tablier et pris ses couteaux, car il avait des rôtis à préparer. La petite Claude fut un peu déçue, car elle aurait aimé jouer un moment avec son grand copain. Alors, elle a demandé à sa maman de l'argent pour aller s'acheter une glace à la boulangerie. Il était à peu près 14h, déclare Nadine, la fille de la boulangère, Madame d'Autan. C'est moi qui servais. Je lui ai donné un cornet avec 2 boules. Elle a commencé à le déguster et elle m'a demandé si on pouvait aller à la piscine. C'est vrai que je lui avais promis, mais j'ai préféré remettre ça un autre jour. Je regrette maintenant. Oui, comme je regrette. Quelques pas et la petite est de retour à la charcuterie, léchant toujours sa glace. Elle m'a demandé où était sa mère, déclare Pierrot le commis. J'ai dit qu'elle était montée faire la sieste à l'appartement. C'est au 8e, dans le même immeuble. La petite Claude est alors allée dans le bâtiment voisin chercher une camarade. Pas de chance, elle était sortie. Vers 15h, Claude revient à la boutique et essaie d'entraîner Pierrot le commis à jouer, mais il ne veut pas quitter ses rôtis. Il fouille dans sa poche et donne à la gamine une pièce
pour qu'elle aille acheter des chewing-gums. Confirmation de la boulangère, la petite est revenue, il était 15h15. À 15h30, la voici qui sonne chez une autre de ses camarades. La maman ouvre. « Mais tu ne sais pas? Elle est partie en vacances hier. Je suis désolé pour toi. » Et puis c'est fini. On ne reverra plus la petite Claude vivante. Entre-temps, Madame Évrard, sa sieste terminée, est descendue à la boutique avec du linge à trier. Pierrot est dans la pièce de derrière en train de laver des plats et des couteaux. « Ne fais pas marcher le chauffe-eau trop longtemps, dit la charcutière. As-tu vu la petite? Il y a un peu moins d'une heure, oui. Elle doit être en train de jouer dehors. » Madame Évrard fait le tour des bâtiments, s'inquiète un peu. Elle rencontre Madame Poulet. « Non, je n'ai pas vu votre fille. Oh, vous savez, elle a dû aller traîner dans les caves. »« Ah, sûrement pas. Je lui ai interdit d'y aller. Oh, vous savez, les enfants. De toute manière, j'y vais, moi. J'y vais pour chercher la sacoche de ma mobilette. » Madame Poulet descend. Et c'est l'atroce découverte. L'enquête en est là officiellement. Mais dans la cité HLM, on commence à se poser des questions et à faire des suppositions. Crime d'un satyre? Le petit corps ne portait aucune trace de violence. Et pourquoi un rôdeur aurait-il eu précisément dans la poche un couteau très aiguisé d'un seul côté, avec une lame large de 3 cm et longue de 25 cm? Un de ces couteaux, comme on en utilise pour préparer les rôtis dans une charcuterie. Un couteau que l'on n'a pas retrouvé. Et cette trappe? Ah oui, vous savez, il y a une trappe qui fait communiquer la chambre froide de la charcuterie avec la cave. La cave! On a retrouvé la petite. Alors, crime commis par un familier, couteau à viande, trappe de communication. Des regards se tournent par en dessous lorsqu'on entre dans la boutique. Pierre Duport, Pierrot le commis, continue à préparer ses rôtis, le nez baissé vers son billot. Et c'est alors que va se produire une série d'événements qui va faire basculer l'affaire. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. Ah, ce fut une bien étonnante enquête que cette chasse à l'égorgeur du HLM, une enquête qui dura 52 jours. Des dizaines de témoins possibles furent convoqués qui habitaient les bâtiments. On n'avait rien vu, rien entendu. On passa des journées entières dans un bidonville voisin où vivaient des Nord-Africains. Le couteau était bien l'arme du crime, n'est-ce pas? 53 jours après le crime, à 10h40 du matin, Monsieur Évrard envoya son commis Pierrot brancher le disjoncteur de la chambre froide au sous-sol. Un quart d'heure plus tard, Pierrot n'était toujours pas remonté. Monsieur Évrard descendit à son tour et en bas de l'escalier, il buta sur un corps allongé. Pierrot gémissait doucement. Il se jeta convulsivement dans les bras de son patron et d'un ton haché, raconta l'agression dont il venait d'être la victime. Un violent coup sur la tête l'avait étourdi, tombant sur le côté, il n'avait pu apercevoir que les jambes d'un pantalon sombre s'éclipsant dans le couloir. Étrange événement que celui-là, se produisant à 3 mètres à peine de l'endroit où l'on avait retrouvé la petite Claude. L'assassin est-il revenu sur les lieux de son crime? Le médecin, examinant la tête du jeune homme, ne trouve aucune ecchymose à l'endroit où le coup avait été porté. Le commissaire trouva la chose bizarre et fit revenir le docteur qui releva cette fois avec un étonnement non dissimulé une légère plaie au sommet du crâne. Mais cette plaie, monsieur le commissaire, n'a pas été provoquée par un coup, mais par un frottement. Alors on laissa le jeune commis se reposer 24 heures, et il fut entendu le lendemain par un simple officier de police qui s'attendait à une déposition de routine, et n'en revint pas lorsque Pierrot reconnut aussitôt avoir
complètement inventé cette histoire. La petite blessure relevée à la seconde visite médicale, il l'avait faite lui-même, en frottant avec une clé. Alors pourquoi tout cela? Eh bien, pour détourner de lui les soupçons de la rumeur publique. C'est ce qu'il déclara calmement. On le fit alors passer dans un autre bureau, et le soir même, les journaux publiaient sous le titre « Les aveux de l'assassin » le récit de l'étrange interrogatoire de Pierrot, le commis. Puisque tu avoues avoir inventé cela de toutes pièces, tu nous as peut-être caché quelque chose sur la mort de la petite Claude. Alors c'est le moment de le dire. Pierrot lève vers le policier son visage de gamin qui ne comprend pas. C'est le chef de la sûreté en personne qui l'interroge maintenant, un homme important. Tu sais ce que c'est que le sérum de vérité? Non. Eh bien, on te fait une piqûre et tu ne peux plus dire de mensonge. Est-ce que tu acceptes de t'y soumettre? Non. Est-ce que tu crains de révéler des choses que tu préfères cacher? Je sais pas. En tout cas, je préfère les dire sans piqûre. Pierrot. Pierrot, qui maniait les grands couteaux de la charcuterie, avait peur d'une piqûre, et ce furent les premiers aveux. La patronne était montée faire la sieste. À un moment, j'ai eu besoin d'affûter mon couteau. Je suis descendu dans la cave, où il y a la meule. J'avais oublié la clé. Et en montant la chercher, j'ai trouvé la petite. Alors, j'ai eu comme ça d'un seul coup l'idée de la tuer. Alors, je lui ai dit que j'avais perdu ma montre en bas. Elle est allée la chercher. Et au moment où elle était accroupie, je l'ai frappée avec le couteau. Dès cet instant, Pierrot le commis a le visage qu'on lui connaîtra jusqu'au bout et pendant son procès. Il est presque impassible, toujours timide. Il ne pleure pas, mais dans ses yeux brillent 2 larmes qui ne tombent jamais. Vérification faite, la hauteur des taches de sang prouva que la petite était effectivement baissée lorsqu'elle a été tuée. Pierrot raconta aussi qu'il était aussitôt remonté laver le couteau dans l'arrière-boutique. Or, la maman de la petite Claude l'avait effectivement trouvé en train de nettoyer des ustensiles. On enregistra les aveux, mais ils étaient tellement abondants et spontanés que l'on fit venir un autre commissaire. Tu as bien dit la vérité. Qu'est-ce que j'ai dit? Que j'avais tué Claude? Mais ce n'est pas vrai, évidemment. Que penser devant ce jeune garçon au comportement apparemment anormal? Alors on décida la garde à vue et Pierrot passa la nuit à la sûreté sur un lit de camp. Son sommeil fut bon, mais au réveil... Mais qu'est-ce que je fais ici? Je suis encore à la police? Mais vous m'aviez raccompagné chez mes parents à 2h30 du matin. Tu es rêvé? Non? Même qu'en rentrant, j'ai eu faim, je me suis mis à table. Hein? Je vous ai quand même pas dit en rêvant que j'ai tué Claude. Le juge d'instruction décida d'un transport sur les lieux du crime. On demanda à M. Évrard, le charcutier, avec quel couteau travaillait son commis. Puis on fit sortir Pierrot de la voiture de police. On lui mit en main le seau de plastique dans lequel il transportait les couteaux à aiguiser et on le fit descendre jusqu'à la cave. Puis on lui demanda de désigner l'arme du crime et sans hésitation, il désigna son propre couteau. C'était à nouveau un aveu. Seulement un peu plus tard, lors d'une nouvelle entrevue avec le juge d'instruction, Pierrot se rétracta. J'ai tout inventé. Et plus jamais, il ne se départit de cette attitude. Ce n'est que 18 mois plus tard, 18 mois de cette trop fameuse prison préventive, que l'on vit apparaître Pierrot au banc des accusés. Oh, les flashs des photographes éclaboussent un garçon bien peigné, bien correct dans sa chemise toute propre. Il avait l'air d'avoir 16 ans. On découvrit tout de son étrange personnalité.
Le terrible président de la cour, un homme à la stature gigantesque et qui usait d'un micro pour secourir des cordes vocales très faibles, souligna le caractère renfermé, secret de Pierrot. Puis on parla d'un autre crime. Oui. Pierrot était accusé par sa première patronne d'avoir tué un petit chat qui chapardait dans la boutique en lui lançant un tabouret sur les reins. Cette dame affirmait aussi que son poste à transistor avait disparu et qu'elle avait toujours soupçonné son commis. Puis on découvrit les fiancées imaginaires. Pierrot avait peur des jeunes filles et rougissait jusqu'aux cheveux devant elles. Alors, quand ses camarades le taquinaient sur ce sujet, il s'inventait des fiancées mystérieuses et très belles. L'une d'elles, notamment, possédait une DS-19 violette et donnait des rendez-vous secrets à Pierrot qu'elle enlevait pour de folles randonnées nocturnes. Lorsque les camarades se firent trop pressants et voulurent la voir, la fiancée mourut opportunément dans un terrible accident de la route. Et de cette mort imaginaire, Pierrot eut un réel chagrin qui fit beaucoup rire. Quel crime, n'est-ce pas, que tout cela, pour un gamin un peu en retard sur son âge. Quant à l'assassinat de la petite Claude, Pierrot niait toujours. Mais le terrible président prononça le verdict. 20 ans de réclusion criminelle. L'histoire de Pierrot s'arrête-t-elle là? Non. Au contraire. La partie la plus extraordinaire peut-être commence. Du fond de sa prison, il continuait de crier son innocence. Et il eut la chance d'être entendu par un homme au grand cœur, l'aumônier des prisonniers. Celui-ci reprit le dossier d'un bout à l'autre et acquit l'intime conviction que la justice était passée à côté de la vérité. Il décida qu'il ferait réviser le procès de Pierrot. Mais pour quel motif? Le combat du prêtre dura 6 ans, 7 mois, 20 jours. Oui. Vous m'entendez bien, chers amis, pendant 6 ans, 7 mois et 20 jours, cet homme se battit de toutes ses forces pour le jeune prisonnier. Il fit de cette affaire un problème national, multipliant les conférences de presse, gagnant à sa cause des personnalités politiques de tous les bords, des hommes publics, des écrivains. 2 ministres de la justice prirent en main personnellement ce cas, l'un à la suite de l'autre. Mais comment obtenir la révision? Pour quel motif? Parce que l'on avait obtenu les aveux de ce jeune homme tourmenté en le menaçant du sérum de vérité. C'était peut-être vrai, c'était peut-être scandaleux, mais c'était insuffisant. Enfin, on dénicha un fait nouveau. En épluchant heure par heure la vie d'un homme pendant les jours qui avaient précédé le procès. Vous pensez que cet homme c'est l'accusé? Pas du tout. Tenez-vous bien. On reconstitua l'emploi du temps du président de la cour d'assises qui avait prononcé la condamnation. Cet homme, qui était décédé entre-temps, avait voulu se rendre lui-même sur les lieux du crime et il s'était fait accompagner par l'avocat général et le commissaire qui menait l'enquête et qui était cité comme témoin au procès par l'accusation. Cette reconstitution confidentielle et peut-on dire presque clandestine avait été faite sans la présence de l'accusé et de son défenseur. C'était un fait tout à fait inadmissible qui permit au ministre de la Justice lui-même d'ordonner un nouveau procès. Alors cette fois, l'on vit à la barre un homme de 27 ans qui ne pesait plus que 40 kilos et qui avait perdu en prison toutes ses dents, sauf une. 2 tentatives de suicide et une grève de la faim prolongée avaient fait de Pierrot, le commis, un personnage totalement différent. Ce procès sensationnel ne dura pas longtemps. Que restait-il de l'affaire jugée tant d'années plus tôt? Le chronométrage minutieux des policiers qui laissaient 5 minutes à Pierrot pour commettre son crime entre le moment où la petite Claude était descendue de chez la voisine et l'instant où Madame Évrard était descendue à la boutique? On put le refaire 20 fois en se trompant 20 fois. Les témoins ne savaient plus ce qu'ils avaient dit ou ce qu'ils devaient dire. Les experts eux-mêmes avaient oublié le sens, l'ordre et l'importance des coups de couteau ayant provoqué la mort. Et Pierrot regardait maintenant bien en face ce nouveau juge et ce nouveau jury en affirmant son innocence. Personne ne doutait que l'acquittement serait prononcé. Il le fut. Et c'est un homme prématurément vieilli qui put enfin aller embrasser sa mère et retrouver son père qui vivait depuis 6 ans dans un fauteuil de paralytique où l'avait jeté une attaque d'hémiplégie après le premier procès. Pierrot le commis s'est marié récemment et il pose maintenant à la justice une question. Comment va-t-on le dédommager?
pour sa jeunesse gâchée? Je crois que la réponse n'est pas encore pour aujourd'hui. Mais il y a une autre question que nous aimerions poser. Ou une question toute simple. Qui a tué la petite Claude Évrard? Vous venez d'écouter Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Europe 1 Archives. Bienvenue dans les récits extraordinaires de Pierre Bellemare. Un podcast issu des archives d'Europe 1. Février 1948. La porte cochère de la maison d'arrêt de Metz s'ouvre. Un grand et solide gaillard blond de 24 ans sort dans la rue déserte. C'est le petit matin. Le temps est gris et froid, mais la vie est belle, il est libre. Sa valise à la main, il se dirige vers le café en face. Le patron finit de descendre les chaises retournées sur les tables après avoir donné un vague coup de balai. Un grand jus bien serré. La voix est décidée. Celle d'un habitué en quelque sorte. Habitué à quoi, au juste? À commander un café en sortant de prison? Roger C., je ne dirai pas son nom, vous comprendrez pourquoi tout à l'heure quand vous saurez ce dont il est capable. Roger C., donc, a déjà fait quelques séjours à l'ombre. Et rien ne ressemble plus à un bistrot en face d'une prison qu'un autre bistrot en face d'une autre prison. Il y a du travail dans le coin? Penses-tu? Je sais pas combien de fois on me pose la question par semaine. De toute manière, j'ai pas envie de m'enfermer à l'usine. J'ai besoin de grand air. Il est plutôt impressionnant, Roger C. 1m85, une carrure imposante, la démarche d'un ancien matelot, un déserteur, mais qui a tout de même bourlingué. Et surtout, ce qui définit le mieux sa personnalité, un sourire permanent aux lèvres, une sorte de rictus, un défi. Le patron du bistrot, un brave homme, aide les prisonniers libérés quand il le peut. J'ai bien envoyé un de tes collègues à la campagne le mois dernier, chez mes cousins près de Limours. C'est la porte à côté. Il a trouvé du boulot, il est content. Il m'a écrit une carte postale. Tiens, regarde. Limours, c'est la grande banlieue parisienne qui commence à se développer. On embauche sur les chantiers. Et il reste aussi dans la région des fermes importantes qui, la saison venue, auront besoin d'ouvriers agricoles. Alors, va pour Limours. C'est là que va se jouer le destin de Roger C., celui qui a toujours aux lèvres un mauvais sourire. Existe-t-il sur la Terre des hommes qui sont des monstres voués au crime et que malgré ses efforts, la société ne pourra jamais racheter? Même si ces criminels sont d'apparence agréable, séduisants, souriants comme le héros de cette histoire. Des malades dangereux qu'aucun médecin ou éducateur n'arriveront à guérir. Et cela malgré des réformes du régime pénitentiaire, des lois, de la justice. Dieu sait pourtant si ces réformes sont à l'ordre du jour et sont entreprises avec énergie et bonne volonté. En ouvrant le dossier de Roger C., j'ai été étonné. Nous le voyions sortir de prison après avoir purgé une peine de 3 ans. Il s'était engagé dans la marine, en avait eu assez, avait déserté. Rien de très grave, je veux dire de très grave, par rapport
à ce qui va se passer ensuite. Alors quoi, c'est un brave garçon, Roger C. Il a fait une bêtise, il a payé. Maintenant, il cherche du travail à la campagne, il va vivre normalement et qui sait, être heureux. En effet, cela commence bien. Arrivé à Limours, toujours porteur de sa valise, il passe devant une maison. Une jeune fille est à la fenêtre, 17 ans, ravissante. Alors une idée lui vient. Pardon, mademoiselle, je viens d'être démobilisé, j'ai des gens à voir dans le coin pour trouver du boulot. Vous ne pourriez pas me garder ma valise ? La valise en métal ressemble tout à fait aux valises où les militaires rangent leurs bardas. La jeune fille accepte. 3 mois après, le 29 mai, Roger C. l'épouse et s'installe dans la maison chez ses beaux-parents. Ce sont eux d'ailleurs les beaux-parents qui lui ont offert un complet neuf pour le jour de son mariage. Oh, le marié n'est pas riche, il travaille en journalier dans les fermes des environs, quand il y a du travail, quand on veut bien le garder. Et ce qu'il gagne, eh bien il le dépense vite en compagnie d'un nouveau copain, Pierrot, ouvrier agricole lui aussi. La jeune mariée, Simone, est tout à son bonheur. Elle est amoureuse de Roger, un si beau garçon, si fort, qui sait se faire pardonner quand il rentre un peu tard, par un simple sourire. Un soir pourtant, elle se plaint de rester si souvent seule à la veillée. Alors il lui répond simplement « Si tu savais qui tu as épousé, tu aurais froid dans le dos. » À quelques dizaines de kilomètres de là, dans la région de Provins, la cité des Roses, d'autres personnages connaissent eux aussi un semblant de bonheur. Un châtelain et ses fermiers. Appelons-le Monsieur Philippe. Sa propriété énorme, 700 hectares, comprend 10 fermes et 9 sont loués. Il exploite la 10e lui-même avec l'aide d'un ménage polonais. Le château du XVIIIe siècle a fière allure. Un rideau de sapin le protège des vents qui soufflent sur la colline d'où il domine les champs et les bois. Il possède une terrasse à l'ombre de vieux tilleuls. Autrefois, de jolies femmes en robe longue y prenaient le thé. Maintenant, elle est envahie de mauvaises herbes, personne ne vient plus s'y reposer. Car Monsieur Philippe est célibataire. Il vit seul dans ses 32 pièces de sa demeure. Plus exactement, dans 2 pièces seulement, il a fermé les autres par raison d'économie. Il ne dispose pour entretenir ce domaine que d'un gardien et d'une bonne à tout faire. Descendant de la famille Duplex, le célèbre gouverneur de la Compagnie des Indes sous Louis XV, Monsieur Philippe, propriétaire de 700 hectares dans la région parisienne, est milliardaire. Mais il n'a pas d'argent. Il vit comme un paysan, avec ses paysans. Habillé comme eux, travaillant comme eux, partageant leurs soucis. Quand la récolte n'est pas bonne, eh bien, il ne perçoit pas de fermage. Quand un des 9 fermiers a besoin d'un tracteur, c'est lui qui paie les traites. Situation invraisemblable à notre époque et pourtant réelle. Une communauté paysanne de l'Ancien Régime. Avec son vieux chapeau, quand on le rencontre, le monsieur du château, on lui donnerait 4 sous. Il est allé avec une charrette, livrer lui-même du bois gratis au curé du village. Un matin, où il se promène dans les bois, sa seule distraction avec la chasse, un braconnier l'interpelle. « Tu viens pour les coller, dis donc, c'est mon coin !» N'importe qui peut pénétrer, aller et venir dans le domaine de Monsieur Philippe. Chez lui, il est défendu d'interdire. Ces beaux sentiments qu'il honore vont lui coûter très cher. Du côté de Limours, Roger C. s'ennuie. La lune de miel avec Simone s'est cachée derrière de lourds nuages. Être encore un bon mari, quand il n'y a plus d'amour, ce n'est pas drôle. Roger ne reste pas longtemps dans les fermes où il est employé. Oh, il ne pensait qu'à se donner du bon temps. Nous l'avons renvoyé. Oh, nous l'avons seulement gardé quelques jours, il était tellement feignant. Et quand on ne licencie pas, c'est lui qui s'en va. Donnez-moi mon compte, je peux plus tenir ici. Faut que je voyage. 2 paysans ramassent des pommes de terre. Leurs vélos sont couchés dans le fossé. Roger et son copain Pierrot passent par là, ils enfourchent les vélos et s'éloignent à toute vitesse. Bon voyage. Mais quel voyage? Au d'abord de petites randonnées dans les environs, on vole quelques billets de 1000 dans les tiroirs des buffets de cuisine, puis on pénètre dans les villes la plus cossues. Des gens se défendent, il faut s'armer pour être le plus fort, pour pouvoir récolter son butin. Simone tombe malade. Elle est hospitalisée. Roger en profite pour faire une petite virée avec une autre femme. Les beaux-parents en ont assez de l'attitude de leur gendre. Mais il explosait pour un rien. Il faisait régner la terreur à la maison. Il devenait violent, ses cheveux se hérissaient. Il nous poursuivait en hurlant à travers les pièces. Un jour, il a défoncé une porte à coups de poing et à coups de pied. Roger n'est plus souvent là. Quand Simone sort de l'hôpital, ses parents la conduisent en Bretagne dans leur famille pour l'y cacher. De retour à la maison, Roger est fou furieux. On lui ferme la porte au nez. Il épingle un billet sur la porte.
Vous, les beaux-parents, attention. Je veux reprendre ma femme. Je vais aller lui souhaiter son anniversaire avec des coups de revolver. Signé l'introuvable. Et il disparaît. Les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast Europe 1. 4 mois ont passé depuis le mariage de Roger et de Simone. Roger vadrouille on ne sait où, faisant on ne sait quoi. Simone et même ses parents, affolés, se sont cachés pour ne plus risquer de le rencontrer. Le 10 septembre 1948, M. Philippe, lui, est allé à la chasse, son plaisir favori. Oh, ce n'est pas le gibier qui manque. Dans un domaine de 700 hectares, pourtant son chien n'a pas levé le moindre perdreau. La nuit tombe, il prend le chemin du retour, le chemin de son château, fusil sous le bras, désarmé, comme le font tous les bons chasseurs, la chasse terminée. Au château, en l'attendant, la cuisinière prépare le dîner. Le garde, un vieux père tranquille, prend ses repas dans les communs. Il sort de la cuisine en portant d'une main une assiette bien remplie et de l'autre un litre de vin. Il parcourt une trentaine de mètres quand soudain 2 hommes surgissent d'un bosquet. « C'est vous le patron ?» 2 revolvers sont braqués sur lui. Paralysé par la peur, il bafouille. Oh non, il n'est pas le patron. D'ailleurs, ça se voit. Et il n'a qu'une idée, ne rien dire, ne rien faire, retourner d'où il vient, à la cuisine. Les 2 hommes le laissent faire. Au moment où il rentre et va fermer la porte, le chien de M. Philippe se faufile aussi vite qu'il peut et va se coucher sous la table. On se barricade aussitôt en bouclant toutes les issues. Ce n'est pas le courage qui règne ici. Et dehors, 2 coups de feu retentissent. La cuisinière et le garde terrorisés ne bougent pas. Ils attendront un quart d'heure avant d'aller directement chez les fermiers les plus proches, sans regarder ce qui s'était passé devant le château. Le fermier, lui, se dépêche. Il arrive avec une lampe électrique. Il entend des gémissements. Il éclaire et découvre M. Philippe agonisant, abattu de 2 balles de revolver. Près de 3 quarts d'heure ont passé. Aurait-on pu sauver M. Philippe? En tout cas, les meurtriers sont loin. Sur la route, ils reprennent leur vélo. L'un d'eux est déjà en selle, l'autre va le suivre. Quand le premier s'écrie « Oh non, mon vieux, non! On a serré comme ça! Va de ton côté, moi du mien! » Le premier, c'est Roger C., le second, Pierrot. Il faudra 1 mois à la police pour les retrouver. Pierrot s'est réfugié dans les Ardennes, où il a trouvé du travail. Ne subissant plus la mauvaise influence de son dangereux ami, il est rentré dans la légalité, on l'ignore. Roger, lui, continue ses méfaits. L'itinéraire des vols à main armée qu'il commet permet aux enquêteurs de retrouver sa trace, de le reconnaître, car ses méthodes sont toujours les mêmes. Il laisse sa signature. Oui, l'homme dangereux, dont il faut à tout prix s'emparer, c'est l'homme au mauvais sourire, c'est Roger C. On surveille le pavillon qu'habitent maintenant ses beaux-parents à Rueil. C'est là que le 21 octobre, 3 gendarmes viennent l'arrêter. Vous êtes Roger C? Oui, c'est moi. Veuillez nous suivre. Oh, ça va, je finis mon jus. Qu'est-ce qui se passe? On me rappelle dans la marine? Il n'attend pas la réponse. D'un coup de poing, il met KO le gendarme qui se trouve devant lui, saute par la fenêtre et s'enfuit en courant. Mais un second gendarme fait feu et interrompt sa course en le touchant d'une balle à l'épaule. C'est la poisse, dira Roger. Pour une fois que j'avais pas mon pétard dans ma poche, les cognes, je les aurais flingués tous les 3. Il n'est pas avare de déclarations. Après son arrestation, il parle. Il parle à qui veut l'entendre. Qu'on me donne un bon casse-croûte, et je me laisserai guillotiner avec le sourire. Ce fameux sourire. Et surtout, il avoue. Il avoue sans se faire prier l'assassinat de M. Philippe. C'est lui, bien sûr, qui attire les 2 coups de feu, pas Pierrot. Il en était bien incapable, le pauvre Pierrot. Il avoue toute une série de cambriolages. Il avoue d'autres crimes, surtout. 30 avril 1948. À Dourdan, assassinat de Mme C., 91 ans. 18 mai, à Lagny, assassinat de M. et Mme M., 65 ans. 14 août, à la Croix-Mignon, assassinat de Marthe et de Louise V., 63 et 67 ans. 11 octobre, après le meurtre de M. Philippe, assassinat à la Queue-les-Yvelines de Mme G., 70 ans. 12 octobre, le lendemain à Palaiseau, assassinat de Mlle O, 70 ans. 15 octobre, à Gomès, assassinat de Mme G, 69 ans, et de son neveu, 20 ans. Il avoue
Il avoue un peu trop facilement, Roger C. Il avoue trop. La justice est embarrassée car plus l'enquête avance, plus il est évident que certains crimes avoués par Roger n'ont pas été commis par lui. Des témoins lui fournissent des alibis sans qu'on cherche à les obtenir. Par exemple, il ne se trouvait pas sur les lieux du crime. Quelqu'un l'avait vu ailleurs. Ou bien les spécialistes de la police judiciaire découvrent que le calibre des balles ne correspond pas à celui du revolver utilisé par Roger. Ou encore, le vrai assassin s'est enfui sans achever sa victime alors que Roger donne des détails horribles sur la manière dont il a tué et complètement tué. Qu'est-ce que cela signifie? S'agit-il d'un fou? Des médecins l'examinent. Il est déclaré sain de corps et d'esprit. L'orgueil alors? Apparaître devant l'opinion comme un des plus grands criminels de tous les temps? J'aime tuer. J'ai plaisir à tuer, déclare-t-il. Mais il confie aussi à son avocat en privé: je tomberais dans les pommes s'il me fallait saigner un lapin. Quelle est la vérité? Le meurtre de M. Philippe la nuit au retour de la chasse est-il un accident? Roger C. a-t-il été pris de panique? S'est-il cru menacé par le fusil de chasse du châtelain? N'est-il qu'un cambrioleur qui n'a commis qu'un seul crime dans de mauvaises circonstances mais sans préméditation? Ou est-il réellement un monstre? A-t-il tué 10 personnes? L'enquête dure 3 ans. On cherche. On étudie les plus petits détails. On veut comprendre cet homme avant de le juger. Il aurait fait de la résistance pendant la guerre, mais dans un faux maquis. Oui, des bandits déguisés en maquisards. Sous l'occupation, le jour de la fête de l'indépendance américaine, il a défilé seul dans un village sonnant du clairon, allant déposer une gerbe au monument aux morts. Encore de la forfanterie, de la vanité. Mais dès son plus jeune âge, il commettait méfait sur méfait. « Je suis un voyou, hein ?» dit-il un jour fièrement. « Non. Tu es un voyou et un voleur, lui a-t-on répondu. Il a volé les bougies de l'arbre de Noël. Le curé lui fait des remontrances. De retour au presbytère, il trouve un billet planté sur sa porte avec la lame d'un couteau. Le gamin a gribouillé des menaces de mort. » Le 17 novembre 1951, après 3 jours d'audience, se termine le procès de Roger C. devant la cour d'assises de Melun. 2 crimes seulement, mais c'est déjà beaucoup, sont attribués à Roger. Celui de M. Philippe le châtelain et celui d'une vieille dame de 71 ans. Dans les 2 cas, les aveux de l'assassin coïncident avec les témoignages et concordent avec les détails, les observations recueillies. 2 crimes et non pas 10. Cela suffit tout de même pour demander la peine de mort. L'avocat de Roger, maître Marsepoil, tente l'impossible pour sauver son client. Il s'est engagé dans la 2e DB. Son mariage pourrait l'amender, mais ses beaux-parents le chassent. Un jour, il gifle sa femme. Elle lui tend un couteau. Il le jette au loin. Une autre fois, une voisine lui demande de noyer 2 petits chiens. Il refuse. C'est parce qu'il n'avait plus d'idée à la défendre, c'est parce qu'il n'avait plus rien, plus personne à qui se raccrocher que Roger C. est devenu un aventurier. Vous l'avez entendu hier, lors de l'effroyable déposition d'une femme venue l'accabler, et cette femme c'était sa mère. Vous l'avez entendu dire « Je ne peux tout de même pas dire que ma mère est une menteuse ». Le rôle souverain, le rôle de la sereine justice n'est pas de punir à tout prix, mais de laisser au coupable la faculté d'amendement. Maître Marsepoil venait de sauver la tête de Roger C., qui fut condamné aux travaux forcés à perpétuité. Après avoir entendu le verdict en comprenant qu'il n'allait pas mourir, Roger se jeta dans les bras de son avocat en pleurant. Et il lui dit « Oh monsieur, merci, merci bien, j'ai eu si peur. » Vous venez d'écouter les récits extraordinaires de Pierre Bellemare, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation et composition musicale, Julien Tarot. Production, Estelle Lafont. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova, Antoine Reclus. Remerciements à Roselyne Bellemare. Les récits extraordinaires sont disponibles sur le site et l'appli Europe 1.
Écoutez aussi le prochain épisode en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée.